Salut tout le monde! Aujourd'hui, parce que on me demande souvent d'en parler, on me pose souvent des questions là-dessus, j'ai décidé de vous parler de mes cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus. C'est quelque chose que j'ai depuis quelques années déjà maintenant. Je sais que c'est un diagnostic que plusieurs femmes reçoivent parce que c'est quelque chose de relativement commun. Ça rend pas ça plus facile à accepter pour autant, par contre. J'ai personnellement eu beaucoup de misère à passer à travers ça et maintenant que ça va mieux, je parle régulièrement des femmes qui viennent de recevoir cette mauvaise nouvelle-là aussi et qui ont peur. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo pour vous en parler comme directement à tout le monde en même temps aussi, autant pour celles qui le vivent que celles qui ne le vivent pas par prévention ou pour peut-être mieux pouvoir supporter les femmes autour de vous qui sont aux prises avec ça, des cellules précancéreuses au niveau du col. Des cellules précancéreuses au niveau du col de l'utérus, c'est pas le cancer, c'est le pré-cancer. C'est dû au virus du papillome humain, donc le VPH. Et ben ça peut dégénérer si on les laisse aller. Si vous êtes en train de m'écouter, vous venez de recevoir la nouvelle que vous en avez, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas paniquer parce que malgré le fait que c'est important de faire un suivi et de les traiter quand c'est nécessaire, quand les cellules précancéreuses du col sont prises à temps, les chances que ça vire mal, les chances que ça tourne en cancer sont très mince parce qu'un cancer du col de l'utérus peut mettre 5 à 10 ans à se développer. Donc, si vous avez passé votre pap test l'année passée ou il y a 2 ans ou 3 ans maximum, les chances que vos cellules soient super problématiques et que vous vous retrouviez vraiment malade sont pratiquement nulles. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'ai reçu cette nouvelle-là. Alors, je veux vraiment commencer par ça. Vous allez pas mourir, vous allez probablement pas souffrir non plus, ou très peu si c'est le cas. Et faut être positif. La seule chose qui est importante, et elle est importante aussi pour toutes les femmes, c'est vraiment de vous assurer d'avoir un examen gynécologique. Je pense que c'est aux 2 ans maintenant, avec un pap test pour être sûr que tout est beau, pour pas que ça vous prenne par surprise dans 5-10 ans, parce que là, ça pourrait devenir problématique et personne n'est à l'abri de ça. Donc, moi, j'ai appris que j'avais des cellules précancéreuses au col de l'utérus après avoir passé comme plein d'examens gynécologiques, inclus un pap test, pour savoir si j'étais encore capable de recevoir un petit bébé dans ce corps-là, parce que Julien et moi avions comme projet d'avoir un bébé. Ce qui a changé entre-temps, on en parlera dans un autre vlog. Et plusieurs mois après mes tests, j'ai reçu une lettre par la poste m'informant que j'avais le virus du papillome humain et que je devais passer une colposcopie parce que mon col semblait présenter des cellules anormales. Ça a pris vraiment du temps avant que j'ai cette colposcopie-là et pour être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment inquiétée jusqu'à temps que les choses changent un petit peu. Donc, j'étais allée à ma colposcopie. Le gynécologue qui m'a reçu, c'était à l'hôpital. C'était c'est un bon technicien, mais quelqu'un de très froid, pas très avenant non plus, tu sais, parce que ce que je me suis rendu compte à travers le processus, c'est qu'on est toujours un peu sous le choc d'être là, des nouvelles qu'on apprend. Les questions, là, ils nous viennent quand on retourne chez nous. Puis là, on n'a plus accès aux 10 médecins qu'on a vus la plupart du temps, surtout si c'est à l'hôpital. En clinique, c'est vraiment différent. Donc, le médecin a fait, le gynécologue a fait la colposcopie. Il m'a dit, bon, on te revient s'il y a quelque chose, sinon on te revient pas et tu vas avoir une lettre par la poste d'ici 2 mois. Parce que l'hôpital où j'étais suivie, eux fonctionnaient avec des lettres, ce qui est terrible. J'en ai déjà parlé d'ailleurs en direct sur Facebook. Je trouve ça épouvantable qu'un établissement de santé comme ça envoie des nouvelles aussi importante à des patients par la poste et sans possibilité de poser de questions, parce que c'est ce qui est arrivé. 1 mois et demi à peu près après ma colposcopie, j'ai reçu une lettre me disant que j'avais des cellules précancéreuses au niveau du col qui devaient être traitées avec un traitement à lance diathermique. Et là, en 2e page, il y avait comme une feuille explicative qui disait « Ceci n'est pas un cancer » et qui expliquait comment marchait le traitement à lance en disant que là, il utilisait un bistouri électrique pour aller slicer ton utérus puis enlever les cellules précancéreuses. Tu sais, tout ça expliqué dans une lettre, tu sais.
Donc moi, ça m'a complètement fait paniquer et le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir mon médecin de famille avec ce papier-là pour qu'il puisse un peu mieux m'expliquer c'était quoi. Je veux dire, j'étais-tu en danger? Je pouvais-tu mourir? Ces cellules-là, ils pouvaient-tu se transformer d'ici le temps où on allait me rappeler pour le traitement? J'ai vraiment trouvé ça très, très, très difficile. Le moment entre celui où j'ai reçu cette lettre-là et le traitement, ça a été l'horreur. Mon médecin de famille a été super gentil, il a essayé de m'aider, mais reste que c'était pas un spécialiste. On m'avait garoché ça dans une lettre, tu sais. Fait que ça donne ce que ça donne au niveau de la gestion des émotions. Puis, t'as beau voir cellules précancéreuses, toi, le mot que tu retiens, c'est cancer. Donc, j'avais peur. J'avais incroyablement peur de mourir. Je me suis mis à avoir peur de mourir. Je me suis mis à avoir peur de laisser mon garçon seul. Je me suis mis à me faire des scénarios de terreur terribles. C'est spécial parce qu'en même temps, c'est le cas pour la plupart des femmes qui ont des cellules précancéreuses comme ça, t'as pas de douleur, tu sais. Fait que tu as l'impression d'avoir comme pas une bébite, mais un mal en dedans de toi qui pourrait grandir puis te tuer sans pouvoir rien faire, tu sais, c'est très paniquant, puis je me suis sentie très, très impuissante pendant ce temps-là aussi. Quand je suis allée voir mon médecin de famille, j'ai expliqué aussi que pour moi, les examens gynécologiques, c'était vraiment un problème. J'ai toujours été comme ça. C'est une intrusion, hein, un examen gynécologique en partant, tu sais, je veux dire, il te rentre de quoi... C'est pas une mince affaire. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de femmes, puis je trouve que c'est tellement normal. Et moi, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, tu sais, je sais pas comment je vais faire là, pour passer à travers cette intervention-là. Moi, un simple examen est un problème. Puis la colposcopie, c'est l'horreur. Là, tu sais, je veux dire, ils veulent me slicer au bistouri électrique, tu sais. Donc, mon médecin m'a prescrit de l'Ativan, que j'ai commencé d'ailleurs à prendre avant d'y aller, parce que dans l'attente du rendez-vous, j'étais paniquée tout le temps. Et il a aussi préparé un papier sur lequel était inscrit que j'avais vécu un traumatisme gynécologique et que s'il pouvait me donner un sédatif en plus de l'Ativan, ce serait bien. Donc, quand j'étais arrivée à l'hôpital le jour de l'intervention, j'étais avec mon chum, parce que comme j'avais pris de l'Ativan, je pouvais pas me rendre là seule, je pouvais pas conduire. Et j'attendais dans la petite salle de colposcopie seule. Et là, l'infirmière est sortie pour prendre mon dossier. Je lui ai donné le papier qui disait que j'avais vécu mon traumatisme et tout ça. Elle est rentrée dans le bureau du gynécologue. Elle est ressortie 2 minutes après, puis elle m'a dit « Ben, madame, on n'a rien à vous donner, là. De toute façon, inquiétez-vous pas, là. Ça dure 5 minutes, ça va être fini. Il n'y a vraiment rien, là. » J'y repense encore aujourd'hui à ça, puis je me dis « My God! » Tu sais, je sais que pour le personnel de la santé, ça, c'est des interventions banales et courantes, mais pour les gens qui le vivent, ça se passe pas comme ça, tu sais. Donc, je suis rentrée dans le bureau, semi-gelée par les Ativans. Ça n'avait pas tant kické in, en tout cas pas autant que j'aurais voulu. Ils m'ont installée, ils font une anesthésie locale. Pour un traitement à l'anxiothermique, c'est une toute petite anesthésie locale qui est faite. Ça fait pas mal, c'est juste qu'au moment de la faire, ça fait comme un rush d'adrénaline, donc ça fait battre le cœur plus vite. Après ça, ils ont fait leur affaire. J'ai rien senti pendant qu'ils l'ont fait. J'avais les jambes qui partaient comme ça parce que c'est toujours le cas quand j'ai à subir un examen gynécologique ou whatever quoi qui implique de mettre mes pieds dans les étriers. Mais l'intervention en soi a quand même bien été, pas très longue, 5 minutes, c'était fini. Et là, je me souviens de m'être relevée, d'être allée comme m'asseoir au bureau du gynécologue. Et là, il a dit, bon, ben, tu sais, voici ta carte d'assurance maladie, puis je vais t'envoyer une lettre pour te dire c'est quoi le plan de match. Fait que là, j'ai comme pogné un 2 minutes. Le plan de match, je veux dire, pour moi, c'était fini. Après, là, tu l'enlèves, on n'en parle plus, tu sais. Personne m'avait informé, là, de la suite, de comment ça marchait, là. Fait que je fais le plan de match. Ben, il dit, tu sais, on va voir, là, s'il y en avait beaucoup de cellules, si on a toutes réussi à les enlever, si on se revoit bientôt pour une autre colposcopie, là, on va voir avec le prélèvement qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai fait, bon, ben, OK. Je suis sortie de là, je me sentais tellement comme de la merde. Je me suis changée. J'étais allée retrouver mon chum qui m'attendait en dehors de la salle de colpo. Puis, 3 mètres plus tard, là, je me suis effondrée sur un banc d'hôpital. Puis je me suis mis à pleurer sans plus être capable de m'arrêter parce que j'avais trouvé ça super perturbant ce que je venais de vivre. J'avais trouvé ça super perturbant ce qu'on m'avait dit après, comme quoi c'était tout sauf fini et qu'on n'avait aucune idée de ce qu'allait être la suite pour moi.
Je trouvais ça super perturbant, la façon, le ton dont le médecin m'avait parlé, l'infirmière aussi. Je me sentais complètement décrissée et très seule. Je suis revenue chez nous, j'ai laissé l'effet de l'Ativan s'en aller tranquillement, ça l'a aidé beaucoup. Et les semaines suivantes ont été difficiles. Avec un traitement à l'anse thermique, normalement, on dit que, bon, tu pourrais prendre ta journée off, là, mais dès le lendemain, tu pourrais retourner travailler, à moins que tu travailles physiquement, parce que si je me trompe pas, c'est pendant 7 à 10 jours qu'idéalement, faut pas forcer. Et pendant 6 semaines, pas pouvoir s'introduire rien, pas de tampon, et pas avoir de rapport sexuel, si je me souviens bien. Ça serait à vérifier, là, si vous êtes dans cette situation-là, prenez pas ce que je vous dis pour du cash, vérifiez votre papier ou parler avec votre gynécologue si vous avez la chance de pouvoir lui parler. Dans mon cas, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu beaucoup de douleurs et ces douleurs-là, qu'on avait dit qu'ils duraient 2-3 jours, se sont étalées sur des mois. Et le premier mois au complet, j'étais pas capable de rester assis. Après, là, 1 heure à travailler assis, il fallait que j'aille m'étendre, parce qu'on aurait dit que le poids de mon corps faisait mal, ça me faisait comme un peu comme des contractions. J'avais l'impression d'avoir l'utérus dans un étau tout le temps. C'était pas une douleur pour faire pleurer, mais c'est une douleur qui devient insupportable au bout d'un certain moment. Donc, j'ai toffé ça. J'avais comme pas le choix vraiment. Pour celles qui passent par là ou qui s'apprêtent à le faire, sachez que ça a l'air que c'est vraiment pas courant des douleurs. Faut me l'avoir fait dire 1000 fois. 95% des patientes n'ont pas de douleur. Et le 5% d'autres, ben, il n'y a pas de solution. Faut que tu attendes que ça passe. Mais bref, dans mon cas, ça a été vraiment très difficile aussi, la convalescence de ça. Puis je m'en suis jamais complètement remis. Toujours continué aussi d'avoir des douleurs pendant mes rapports sexuels. Et j'ai lu beaucoup là-dessus, puis j'ai découvert qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi ça en Amérique du Nord, qui ont eu le même problème aussi. Donc, j'ai laissé ça aller. Il y a des saignements qui suivent aussi à ça, là. Moi, ça commence, je dis toujours, j'en ai eu 2 finalement, des traitements à l'anse. Ça commence toujours une dizaine de jours après et c'est des saignements qui sont quand même assez importants, mais c'est la vie, tu sais, ça fait pas plus mal pour autant. Et c'est ça. Donc, je me suis remis doucement de ça, mais avec toujours une panique de me demander ce qu'allait être la suite. Et là, je recevais pas de nouvelles. Et j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille pour lui demander si je pouvais avoir les résultats de laboratoire de ce qui avait été enlevé. Parce que c'est ce que le gynécologue attendait. Qu'il avait-tu reçu ou pas, je savais pas parce qu'il m'avait pas envoyé ma lettre encore, tu sais. Et j'ai fait mes demandes, j'ai été obligée de faire des démarches, j'allais remplir un formulaire, le signer, tu sais. C'est ton corps, là, mais faut... En tout cas. Et finalement, j'ai revu mon médecin qui avait reçu les résultats, puis il m'a dit, ben, la portion qu'ils ont enlevée, il y avait des cellules précancéreuses partout dessus. Ça veut dire que ça se peut qu'il t'en reste. Parce que là où ils ont slicé, il en restait, là, tu sais, la couche d'utérus qui a été enlevée, il y en avait jusqu'au bout. Je sais pas si vous comprenez. Donc, j'ai commencé tranquillement à me faire à l'idée que j'allais probablement devoir avoir un 2e traitement à l'anse, chose qui m'arrangeait pas du tout. Mais moi, je suis du genre à préférer me préparer mentalement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au mois de mai dernier, je suis retournée en colposcopie pour avoir un examen et pour qu'ils prennent un prélèvement pour voir si j'avais encore des cellules précancéreuses. Le même gynécologue que j'avais vu avant m'a dit « Ah, non, fais-toi-en pas. Dans 90% des cas, un seul traitement est nécessaire. Ça serait vraiment étonnant. Bla, bla, bla. Tout est beau. » Puis je dis « OK, mais dans le cas où est-ce que j'ai vraiment besoin d'un traitement? Moi, ça m'a fait très mal, le traitement à l'anse. Puis comme fait, ah, ben, je sais vraiment pas pourquoi. 95% des femmes, c'est beau. OK, mais je fais partie du 5% des autres. Mais tu le dis pas, tu sais, tu viens de te faire rentrer des affaires dans le vagin avec les jambes qui shake. Puis tu sais, c'est comme, tu dis, OK, lui, il dit que c'est pas grave. Puis visiblement, j'ai rien à dire de plus là-dedans. Fait que j'ai rien dit. Et je lui ai demandé si je devais avoir un traitement, si ça pouvait attendre en septembre, parce que l'été arrivait avec la pandémie, je gardais mon garçon à la maison et je savais que la convalescence serait longue, que je pourrais pas me baigner non plus avec les saignements, pas de tampon, tout ça. Donc, il m'a dit que oui, il n'y aurait pas de problème à attendre à l'automne si j'avais besoin d'un traitement, mais j'en aurais sûrement pas besoin. Et de toute façon, avec les délais de la COVID puis tout ça, je pourrais sûrement pas avoir un traitement avant le mois de septembre. Donc, je suis partie en me disant, ben, coudonc. Peut-être que je suis claire, tu sais, peut-être que c'est fini, parce que visiblement, c'est ce que le gynécologue pense.
Évidemment non. Et je pense que j'aurais aimé mieux qu'il soit plus réaliste qu'optimiste. Comme ça, j'aurais gardé mon demi-scénario de terreur, puis j'aurais été moins encore sous le choc puis déçue quand j'ai reçu la crisse de l'aide qui me disait encore que j'avais encore des cellules, que je devais avoir encore un traitement, qui remettait encore la feuille avec ceci n'est pas un cancer et la façon dont le traitement à l'anse se passait. Honnêtement, ça m'a jeté à terre parce que là, c'était en connaissance de cause maintenant. Je savais ce qui m'attendait, puis je savais que c'était crissement pas le fun. En tout cas, dans mon cas, surtout au niveau de la convalescence. Et là, j'étais vraiment découragée. 2 jours après, l'hôpital m'appelle pour me donner un rendez-vous la semaine suivante qui donnait comme début juillet. Et j'ai refusé le traitement. Entre-temps, j'avais essayé de parler à mon gynécologue pour savoir si on pouvait attendre en septembre pour l'intervention, mais évidemment, il m'avait pas rappelé. Mais parce que j'ai refusé le rendez-vous de l'hôpital, ben là, mon gynécologue a pas eu le choix de me rappeler parce que j'ai créé un genre de bug dans le système, donc. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour moi, que je devais vraiment avoir un 2e traitement à l'anse, même si ça me faisait mal. Puis que on pouvait attendre en septembre, mais vraiment pas plus tard. Donc, on était passé de t'as sûrement rien à de toute façon, ça va pouvoir attendre même si t'as de quoi, à t'as de quoi, puis il faudrait faire ça vite. Tu sais? Fait que j'ai raccroché avec lui. Mon rendez-vous potentiellement reporté à la fin de l'été. J'aimais pas ce gars-là, j'aimais pas son approche, je me sentais pas en confiance du tout avec lui. Et là, j'ai parlé avec une amie infirmière de ça, de la façon dont les rendez-vous se passaient quand j'y allais. Elle a pas trouvé ça comme vraiment idéal. Puis elle m'a suggéré une autre clinique qui se spécialisait vraiment dans la santé de la femme. Ça prenait une référence de mon médecin que j'ai eu pour pouvoir faire une demande de consultation là et j'ai été acceptée et j'y suis allée comme 1 mois plus tard. J'étais incroyablement stressée avant de rentrer dans le bureau de cette nouvelle gynécologue-là qui était une femme. On dirait que c'était comme ma dernière chance de pouvoir compter sur quelqu'un. Je me disais, si ça marche pas, si elle est pas fine, si je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais je suis rentrée là, elle m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour moi. J'ai expliqué que j'avais de la difficulté avec mon gynécologue, que j'aimais pas le suivi avec les LED, que j'étais pas très à l'aise avec son approche, que c'était difficile. Pour moi, la dernière année avait été vraiment difficile avec ces traitements-là, avec le peu d'informations que j'avais. Après, elle m'a fait un examen gynécologique. Puis avant l'examen, j'ai dit, moi, c'est pas perturbant pour moi, c'est les examens gynécologiques puis tout ça. Puis quand je me suis couchée dans le lit, je lui ai dit, je m'excuse si je tremble, prenez-le pas personnel, ça se passe toujours comme ça. Et là, je me suis couchée, j'ai mis les pieds dans les étriers, mes jambes se sont mis à partir comme ça. Et là, elle a dit, oh madame, c'est vrai que ça vous stresse beaucoup les examens comme ça. Elle a mis sa main sur ma cuisse. Puis elle m'a demandé si j'avais vécu des violences sexuelles quand j'étais jeune pour réagir aussi fort. J'y ai dit que non, puis elle m'a demandé de respirer puis tout ça. Et jamais, elle a rentré son spéculum tant que j'ai eu les jambes qui ont shaké. Et j'ai compris à ce moment-là que ce que j'avais enduré avant en pensant que c'était normal, ça l'était pas. Ça faisait aucun sens. J'ai plusieurs fois entendu parler de violence gynécologique sans me sentir concernée quand pourtant je crois que je l'étais avec ce gynécologue-là. Je veux pas lui tirer la pierre comme quoi il faisait quelque chose volontairement de méchant, mais je pense qu'il y avait un problème. T'sais, je pense que ce gars-là a bien à apprendre dans la vie, puis je peux pas croire qu'il soit rendu à l'âge qu'il ait vu autant de femmes, qu'il les ait potentiellement traitées avec aussi peu de respect que ça avant. Personnellement, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais droit au respect. J'avais droit à quelqu'un qui allait prendre le temps de s'assurer que je vais bien. Puis je suis pas traumatisée comme un cerf en face des phares d'un char avant de faire une intervention. Et ça, là, vous y avez tous droit. Moi, je me suis rendu compte de ça à ce moment-là, tu sais, parce qu'on est dans un système de santé publique, quand que, bon, on a un médecin, on fait comme, ah ben, je suis chanceux, je vais le garder, tu sais, même s'il fait pas l'affaire. Non, ça marche pas, ça. C'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Vous avez le droit
d'avoir une belle relation de confiance avec les gens qui prennent soin de vous. Puis c'est la base quand on est malade pour aller mieux. Parce que si on peut pas se reposer sur les gens qui prennent soin de nous, sur qui on va pouvoir se reposer, tu sais. Fait qu'elle m'a fait l'examen et je me souviens, juste avant qu'elle sorte du bureau après, elle dit « Bon, mais j'envoie les résultats, on verra si un traitement à lancer est nécessaire ou non. Probablement que oui. Mais on s'en reparlera à ce moment-là. » Puis avant de sortir du bureau, elle dit « Inquiétez-vous pas, madame. On va prendre soin de vous. » Puis c'est la chose que j'avais besoin d'entendre depuis 1 an, tu sais. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai été capable de lâcher prise sur ce qui arrivait. J'ai été capable de lâcher prise sur ma peur de la maladie, ma potentielle peur de mourir. Parce que j'avais fait tout ce que je pouvais pour aller mieux. Tu sais, dans le sens où j'avais trouvé une personne qui allait pouvoir prendre soin de moi. Puis après, tout ce qui me restait à faire, c'est, bon, essayer de bien manger puis d'être en forme. Mais au-delà de ça, je pouvais plus rien faire d'autre. Mais il y avait quelqu'un qui était là pour s'occuper du reste maintenant. Et je sentais qu'il était vraiment là, alors qu'avant, je me sentais terriblement seule. Finalement, j'ai eu mon traitement à Lens un mois plus tard. On n'a pas eu le choix de le faire. Cette gynécologue-là, quand elle m'a appelé pour le rendez-vous, elle m'a appelé, hein, téléphone. Elle m'a dit qu'elle elle me suggérait de prendre l'Ativan avant l'intervention, comme elle avait bien remarqué que c'était quelque chose de perturbant pour moi. Si j'en avais pas eu, elle m'en aurait prescrit. On est loin là, de l'infirmière qui me disait que ça allait prendre juste 5 minutes puis c'était pas grave. Là. Et le jour de l'intervention, quand je suis arrivée, elle a dit « Ah ben j'ai fait venir une petite infirmière là ce matin, elle va rester avec moi pour l'avant-midi, vous êtes 3-4 qui avez plus de misère, elle va être là pour vous. » Puis là, je me suis installée dans les Christy d'étrier, je me suis mis à shaker comme d'habitude parce que ça c'est juste incontrôlable. L'infirmière m'a pris la main, la gynécologue a attendu que j'arrête de trembler pour commencer et j'ai eu mon intervention et tu sais ça arrivait là par moments que je me crispais pendant l'intervention. Peut-être un peu par douleur, mais pas vraiment. C'est plus le stress, puis tu sais, l'inconfort. Et chaque fois, elle me disait, « Madame, êtes-vous correct? Est-ce que ça va toujours? » Tout le temps. Tout le temps. Puis, le jour et la nuit, tu sais, avec ce que j'avais vécu. Et je suis partie de là. J'ai eu les fameux saignements après, mais j'ai plus eu de douleur après 1 semaine. Tout s'est arrêté. Tout ce qui m'avait fait mal pendant des mois après la première intervention n'a pas eu lieu à la deuxième. Une amie médecin pense que c'est peut-être parce que c'est les cellules précancéreuses qui étaient restées, qui créaient une inflammation, qui là n'étaient plus parce qu'elles ont été enlevées. L'avenir saura nous le dire à ma prochaine colposcopie qui a lieu au mois de mars. 2 semaines plus tard, j'ai eu un saignement. Je me suis levée un matin, fou, ça s'est mis à saigner après mon 2e traitement à Lens. J'ai appelé à la clinique, ils m'ont dit de m'en venir. Ma gynécologue m'a réglé ça en 2 temps, 3 mouvements. Je suis retournée chez nous. Et depuis ce temps-là, j'en suis là où j'en suis. C'est-à-dire que j'attends la suite, mais plus de la même façon. Sur le coup, quand on reçoit un diagnostic de cellules précancéreuses, c'est très gros. Puis je pense que ça n'a pas le choix de l'être parce que c'est pas anodin et ça peut devenir dangereux. Mais à travers les suivis, à travers les informations qu'on nous donne, quand on nous donne les bonnes, puis on prend le temps de nous les donner, nous expliquer, on comprend que ça va aller. T'sais, on comprend qu'avec un bon suivi, les choses vont bien aller. Donc, pour moi, la prochaine étape, comme je vous le disais, c'est la prochaine colposcopie. Pour l'instant, je suis suivie aux 6 mois pour ça. S'il y a encore des cellules précancéreuses, ma gynécologue et moi vont déterminer qu'on ferait un nouveau traitement à Lens ou une hystérectomie. Je pense que comme le traitement à Lens s'est bien passé le dernier, je serais prête à en avoir un autre, comme l'hystérectomie implique beaucoup plus de choses. Mais évidemment, s'il y avait des cellules cancéreuses là, à ce moment-là, ce serait une hystérectomie. Mais on n'en est pas là. Et moi, j'en suis plus là mentalement. Ça sert à rien. Et c'est la dernière chose que je veux vous dire. Si vous êtes là-dedans là, en ce moment, là, quand même vous en faites jour et nuit, ça sert absolument à rien. Puis c'est ce que je répète aux gens qui m'écrivent pour me parler de ça. Je sais que c'est difficile de ne pas s'en faire, mais le temps, là, mettons que tu vas mourir. Le temps que tu auras passé à t'en faire avant, c'est du temps de qualité qui te restait que tu n'as pas pris. On s'entend là-dessus. Puis mettons que tu vas pas mourir pantoute puis c'était pas grave, ben combien d'énergie tu vas avoir dépensé là-dedans?
Ça, c'est un peu le même principe pour toutes les choses qu'on ne contrôle pas. La maladie en est une. Donc, je pense qu'il faut décrocher. Il faut essayer de la mettre dans une petite boîte. S'assurer de faire les suivis qu'il faut, mais la mettre dans une petite boîte, puis continuer sa vie en étant entouré des bonnes personnes. Donc, voilà. C'était l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère, en fait, que mon expérience pourra servir à certaines d'entre vous. Si vous avez des questions à la fin de tout ça, vous pouvez m'écrire. Si vous êtes aux prises avec des cellules précancéreuses ou même un cancer et que vous avez envie d'en parler entre femmes, j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Précancéreuses sur Facebook, dans lequel ça va nous faire plaisir de vous accueillir. C'est plein de femmes, plein de témoignages, plein de support. Ça fait beaucoup de bien parce que c'est souvent difficile de trouver des gens qui vivent la même chose que nous quand on vit une situation aussi particulière. Donc voilà, ça fait le tour. Dans tous les cas, peu importe l'état de santé dans lequel vous êtes, prenez soin de vous parce que la santé, on en a juste une.